et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention naturelle et de bon sens, car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, ex-pilote de ligne, aujourd'hui naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle, grâce à ce podcast, mais également en consultation individuelle et à l'occasion d'ateliers et de conférences. Aujourd'hui, je vous propose de faire un pas de côté et de parler de santé de manière globale, selon le concept One Health, ou une seule santé, c'est-à-dire en partant du principe qu'il n'y a pas de bonne santé humaine sans bonne santé du vivant, végétal et animal qui nous entoure. Alors dans cet épisode, nous allons parler d'hydrologie dans nos territoires, c'est-à-dire des cycles de l'eau et de leur influence sur les écosystèmes dans lesquels nous vivons et qui nous nourrissent. Vous allez tout de suite comprendre le lien avec la santé humaine et pourquoi j'ai voulu dédier un épisode à ce sujet. Pour cela, j'ai le grand plaisir de recevoir Samuel Bonvoisin, spécialiste du sujet, qui nous emmène à travers les campagnes françaises pour nous expliquer comment on pourrait changer notre vision des choses, de manière pragmatique et concrète, grâce à ce que l'on appelle l'hydrologie régénérative. On dit parfois que le bon sens est un mot galvaudé, mais vous allez voir, ici, cette expression reprend tout son sens. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Samuel. Bonjour Anthony. Tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir de te recevoir dans le podcast La Santé par Nature, dans les locaux de l'Académie du Climat de Paris aujourd'hui. Donc, on avait déjà fait un essai en ligne d'enregistrer cet épisode, mais bon, ça avait un petit peu foiré à cause de la technique. Donc, merci de te prêter à l'épisode à nouveau, enfin à l'exercice à nouveau. Alors, on s'est rencontrés il y a un mois environ. J'ai eu la chance d'assister à l'une de tes conférences qui s'appelle, je crois, « Et si nous pouvions cultiver l'eau ?» à Oreille, à côté de Saint-Rémy-de-Provence. Et qui m'avait vraiment passionné, donc c'est pour ça que j'ai eu envie de t'inviter aujourd'hui. Est-ce que, pour commencer, tu voudrais bien nous partager un petit peu ton parcours, pour voir un petit peu d'où tu parles ? Ok, alors moi je suis un gamin de la campagne, je suis un gamin j'ai grandi à la ferme, dans le département du Pas-de-Calais, avec un père éleveur laitier. Et puis assez tôt je me suis intéressé aux questions écologiques, peut-être plus tôt que la plupart des gens, des jeunes, des enfants autour de moi. Et puis ensuite j'ai fait des études d'ingénieur agronome. J'ai découvert un peu par hasard l'agroforesterie pendant mes études. Donc l'agroforesterie, c'est tout ce qui consiste à remettre des arbres dans les systèmes agricoles. Et puis après la fin de mes études, on a déménagé avec ma compagne dans le département de la Drôme où je vis maintenant, plus spécifiquement dans la vallée de la Drôme, un territoire qu'on appelle aussi la Bio-Vallée. J'y ai fait pas mal de choses. J'ai cofondé l'association drômoise d'agroforesterie en 2015. En 2016, j'ai participé à la création de Permalab, qui est un bureau d'études qui est spécialisé en agriculture et hydrologie régénérative. Je balance des mots, mais on va revenir après dessus. Et puis, plus récemment, en 2022, j'ai cofondé l'association pour une hydrologie régénérative. Et puis aussi sorti un livre qui s'appelle Cultiver l'eau douce chez Ulmer. Ok, génial. Alors, tu as fait ta conférence en plus de 150 fois, je crois. Comment est-ce que tu expliques l'engouement autour de cette conférence, de ce thème, et aussi de ton livre ? Alors, je pense qu'il y a pas mal de choses. Il y a des choses qui ont trait au contexte. Donc, la conférence est née en 2022. 2022, en France, c'est une année de sécheresse, avec beaucoup de gens qui se sont quand même pas mal posé de questions, même si on est passé à côté de la catastrophe dans beaucoup de régions. Ça a quand même questionné. Ensuite, le sujet, il amène aussi, la façon dont je l'amène, il amène aussi des connaissances nouvelles. Donc je pense qu'une partie de l'engouement, c'est que les gens apprécient apprendre des choses. Et sur les cycles de l'eau, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et puis aussi, je l'aborde avec un ton positif. J'essaie de pas rajouter un peu de la névrose à tout ce qu'on peut vivre dès qu'on allume la télé, dès qu'on ouvre les journaux, etc. Et donc, c'est un peu aussi mon parti pris de dire, en fait, il y a des choses à faire. On peut se retrousser les manches. On n'est pas condamné juste à subir ce qui se passe. Et notamment sur les cycles de l'eau, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et qui sont assez faciles finalement à mettre en place, ce qui est un sujet du coup qui est intéressant aussi, ce qui nous remet en mouvement. Oui, d'ailleurs, je confirme que en ayant assisté à ta conférence, c'est hyper joyeux et effectivement plein d'espoir. Et moi qui suis
qui a tendance un peu à être défaitiste et pessimiste, j'avoue que je suis sorti de là justement en me disant il y a plein de choses à faire et c'est génial. D'ailleurs, ça m'a inspiré pour plein d'autres choses. Et c'est bien de parler effectivement des bénéfices de ce qu'on peut faire, des co-bénéfices même de ce qu'on met en place, plutôt que de tout le temps égrener quels sont les problèmes. Alors, on a appris à l'école que l'eau de pluie vient de l'eau de mer qui s'évapore, qui se déplace dans l'atmosphère sous forme de vapeur, puis qui retombe sur les continents sous forme de pluie, et que ça forme un cycle qui se répète. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, et pourquoi c'est important de bien comprendre la réalité de ce cycle ? En fait, quand on s'attarde sur d'où vient l'eau de pluie, si on regarde d'où viennent les pluies continentales, alors on va retirer les pluies océaniques, quand il pleut sur les océans, ça redevient de l'eau salée, mais on va s'attarder plutôt sur les cycles continentaux. Et quand on regarde d'où vient l'eau de pluie en moyenne sur les continents de la planète, on se rend compte que les 2/3 de cette eau vient en réalité des sols et de la végétation. C'est ce qu'une hydrologue suédoise qui s'appelle Malin Falkenmark a proposé d'appeler l'eau verte, au contraire de l'eau bleue qui est celle qu'on a classiquement apprise à l'école, l'eau qui vient des océans. Une fois qu'on a compris ça, qu'on comprend que en fait, les sols et la végétation jouent un rôle qui est essentiel dans la diffusion de l'humidité sur les continents, et du coup ça change complètement la perspective parce que ça rapproche de nous finalement à la fois les problèmes puisque les cycles de l'eau douce sont en train de se dégrader, c'est ce que nous enseignent notamment les scientifiques qui ont travaillé sur la question des limites planétaires. Ils ont annoncé en 2022-2023 qu'on a franchi la limite planétaire des cycles de l'eau douce. Et donc ça rapproche les problèmes et ça rapproche aussi du coup les solutions. Et c'est ça qui va être chouette parce que du coup si on a compris quel est le problème, comment ces cycles se dégradent, du coup après on va essayer de savoir comment on va faire pour essayer d'améliorer ça. Ok. Pourquoi est-ce qu'on fait fausse route avec le remembrement et pourquoi est-ce qu'on l'a fait à l'époque, d'après toi ? Alors, le remembrement, donc là on touche à des questions qui sont liées à, on va dire, aux enjeux de la sortie de la guerre. Et les enjeux de la sortie de la guerre, c'est il faut nourrir le monde. Ça c'est vraiment voilà, on est dans une phase de reconstruction du pays. L'agriculture française est vécue comme un fleuron de l'agriculture au niveau mondial avec des capacités à pouvoir se transformer. Les Américains aussi, les États-Unis jouent un rôle important là-dedans puisque ils vont aussi un peu négocier, on va dire, le fait qu'ils vont pouvoir vendre du matériel, des machines, des tracteurs, etc. Mais surtout, les campagnes françaises sont pas adaptées à l'entrée des tracteurs parce que les parcelles sont petites, elles ont souvent des formes qui sont un peu qui sont pas adaptées pour les besoins de la mécanisation et donc on va décider déjà avec le régime de Vichy. Alors il y a une excellente bande dessinée que je vous recommande d'Inès Leroux qui s'appelle Champ de bataille et qui raconte tout ça de façon vraiment merveilleuse. J'y ai appris des choses alors que pourtant je connaissais déjà bien le sujet. Non, vraiment c'est un super travail. Je confirme qu'elle est géniale. Voilà, donc vous allez découvrir que voilà, c'est vraiment un travail qui a été entrepris en partie contre le monde rural parce que tout le monde n'était pas d'accord avec ça, en tout cas à la vitesse où ça s'est fait. Et donc on a arraché 750 000 km de haies, c'est la moitié des haies du pays. Souvent c'était des haies sur talus et donc on a aussi arasé des talus. On a comblé des mares, c'est à peu près 1 million de mares qui ont été comblées sur la même période, donc on est entre les années 60 et les années 90. Et puis on a asséché la moitié des zones humides du pays. Alors quel rapport avec les cycles de l'eau ? En fait, dès qu'on retire des obstacles à l'écoulement de l'eau dans un paysage, qu'est-ce qui se passe ? L'eau s'accélère. Et en fait, quand on pose aux scientifiques la question c'est quoi le problème majeur qu'est-ce qui provoque la dégradation des cycles de l'eau ? Aujourd'hui, ils nous disent le problème c'est l'accélération. Donc on a participé à cette accélération. Et aujourd'hui, la dynamique n'est pas terminée puisqu'on continue d'avoir un solde négatif entre les haies qu'on plante et celles qu'on arrache. On perd chaque année 13 000 km de haies, toujours aujourd'hui. Et donc il y a vraiment d'urgence besoin de questionner notre modèle agricole au sens large et puis particulièrement la question des paysages agricoles. On perd des haies parce qu'on crée toujours des terrains agricoles propices à l'agriculture intensive ou il y a d'autres raisons ? Alors c'est principalement, il y a plusieurs raisons, mais c'est principalement le fait que pour l'instant on continue d'avoir une baisse significative du nombre d'agriculteurs en France.
dans un contexte où la surface agricole reste relativement stable. Ça veut dire que les fermes grossissent. Une ferme moyenne d'il y a 30 ans, était peut-être autour de 80-100 hectares. Aujourd'hui, on est passé dans certains coins à 120, 130, 150 hectares, peut-être 200 hectares. Et donc, du coup, pour que ça reste viable, et donc ça c'est une autre partie du problème, c'est que les campagnes se sont aussi dépeuplées en partie. Aujourd'hui, on vit plutôt en ville. Et donc la main-d'œuvre qui était présente auparavant pour entretenir toutes ces haies, pour entretenir les chemins agricoles, etc., aujourd'hui, elle est plus présente. Les agriculteurs sont souvent très seuls sur leur ferme et peu nombreux dans le village. Et donc pour eux, la perspective de devoir planter des haies, c'est presque absurde, parce que qui va s'en occuper, qui va prendre soin de ces paysages. Et donc souvent, on est face à plutôt une tentative pour essayer de les effacer du paysage, les enlever tout simplement, pour faciliter le quotidien. D'ailleurs, je me souviens dans la BD, on voit bien ça, on voit le clivage qu'il peut y avoir parmi les populations dans les campagnes, où parfois de génération en génération, en fait, aujourd'hui, il y a encore des gens qui disent « Ah, lui, son grand-père, il a été pour le remembrement, etc. » Donc, aujourd'hui encore, il y a des animosités au sein des communautés, c'est assez fou, quoi. Et pourtant, il y a eu un reboisement massif. Est-ce qu'on peut dire ça ? La forêt française gagne du terrain depuis à peu près 200 ans. Massif, je dirais pas massif parce que c'est plutôt lent, mais on va dire que le solde est globalement positif. Ce qui cache en fait pas mal de choses, parce que c'est pas suffisant d'avoir des nouvelles surfaces de forêt. En fait, il faut s'intéresser à la santé de nos forêts. Et la santé de nos forêts, quand on regarde un petit peu les études qui sortent et puis l'observation des gens de terrain, c'est pas fabuleux. On a plutôt des forêts qui sont en mauvaise santé, notamment les forêts de l'Est de la France et puis celles du Sud-Ouest qui subissent les variations climatiques des dernières années, qui pourtant ne sont que le tout début des effets visibles du changement climatique, avec du dépérissement, avec des maladies, des scolites. Donc en fait, quand on s'intéresse à la forêt, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire nos forêts c'est une arme pour faire fonctionner les cycles de l'eau en quelque sorte, sauf que la réalité c'est qu'elles sont plutôt en difficulté, et une partie justement des problèmes c'est comment est-ce qu'on évite que nos forêts se dessèchent, et donc une partie des sujets des cycles de l'eau, ça va être aussi de garder l'eau en forêt. Et alors, est-ce que du coup, tu voudrais bien nous parler un peu du concept d'hydrologie régénérative que tu as développé, et puis, je crois qu'il y a une des notions, c'est le concept de, comment on dit, paysage éponge ou quelque chose comme ça. Petite pause rapide pour vous rappeler que mon essai Voyage interrompu, confidence d'un pilote de ligne éco-anxieux est toujours disponible en librairie. J'y raconte la magie du métier de pilote, vu de l'intérieur, ainsi que les nombreuses prises de conscience écologiques qui m'ont amené à le quitter. Je viens d'ailleurs à votre rencontre à travers la France pendant toute l'année 2026 lors de rencontres débats sur le changement de cap professionnel et sur l'avenir de l'aérien. Suivez-moi sur LinkedIn ou Instagram pour être tenu au courant des dates. Contactez-moi si vous souhaitez organiser une rencontre dans votre association, école, tiers-lieu, entreprise ou librairie. Et maintenant, retour à l'épisode. Alors, déjà, le point de départ, donc, ce qu'on a évoqué depuis le début de notre échange, c'est la dégradation des cycles de l'eau. Et cette dégradation, en partie, elle est liée à la façon dont on aménage le territoire. On aménage le territoire globalement dans un but d'accélération de l'eau. On veut accélérer l'eau, on veut que l'eau aille plus vite vers le bas des pentes. Donc on a parlé du remembrement, on a parlé des forêts, mais on peut aussi parler de la façon dont on a géré nos rivières. On a rectifié les cours d'eau, on les a recalibrés, ça veut dire qu'on a agrandi le lit mineur des cours d'eau pour que l'eau s'écoule plus vite. Et puis l'artificialisation, évidemment, nos villes qui s'étalent, les zones commerciales, les zones d'activité, les nouvelles routes, autoroutes, etc. Donc en fait, on accélère l'eau à chaque fois que aussi on installe du béton, du bitume, etc. Et en fait, ce processus-là, ce processus de dégradation des cycles de l'eau par l'accélération, la proposition qui a émergé, c'est de dire, et si on inversait cette tendance, si plutôt que d'accélérer, on ralentissait. Et ça a donné l'hydrologie régénérative. Alors pourquoi hydrologie régénérative ? Tout simplement régénérer les cycles de l'eau.
en faisant de l'hydrologie, c'est-à-dire en essayant de changer la façon dont on va gérer l'eau sur les territoires. Et donc ça tient, c'est assez facile en fait à comprendre, ça tient en 5 verbes d'action. Ralentir, infiltrer. On comprend que l'eau qu'on a ralentie, le but ça va être de favoriser la recharge des sols, la recharge des nappes. Le troisième verbe, ça va être de stocker l'eau. Alors quand on parle de stockage, forcément, il y a un petit peu un faux ami parce que tout le monde pense à des bassines, à des cuves, à des citernes. Donc on précise que c'est stocker l'eau dans le paysage et augmenter la capacité en stockage d'eau du paysage, par exemple en augmentant la matière organique dans les sols, si on parle d'agriculture. Ensuite, le quatrième verbe, c'est évapotranspirer. Alors ça, c'est l'évapotranspiration, c'est à la fois l'eau qui est issue de l'évaporation des sols et de la transpiration des végétaux. Moi, quand j'ai fait mes études d'agronomie, l'évapotranspiration, c'était considéré comme étant une perte d'eau. Donc on m'a appris qu'il faut limiter l'évapotranspiration. Et donc là, on va dans la direction opposée. On dit au contraire qu'il faut l'augmenter au maximum. Et enfin, le dernier principe, c'est diversifier. En fait, on se rend compte, dès qu'on regarde un paysage, que ce soit un paysage agricole, une forêt, un hydrosystème, une rivière, un cours d'eau, que finalement, la clé réside dans la diversification des milieux. Plus on diversifie les milieux, et plus naturellement, on régénère les cycles de l'eau. Donc c'est vraiment une des choses assez simples finalement. Est-ce que autour de vous, quand vous regardez les paysages, est-ce que vous voyez des paysages qui sont diversifiés ? Et sinon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les diversifier ? Il y avait alors, ce que tu dis, ça me fait penser aux travaux de Baptiste Morisot avec les castors, qui, eux, les castors, qu'est-ce qu'ils essayent de faire ? C'est justement de ralentir les cours d'eau, de créer des espèces de réservoirs par endroits pour pouvoir pêcher, manger, etc. Et finalement, en faisant ça, ils aident à faire en sorte que toute la région puisse voir l'eau mieux s'infiltrer et donc nourrir un peu tout l'écosystème, quoi, c'est ça ? Ouais, alors le castor, c'est notre animal totem, en quelque sorte. C'est étonnant, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais le castor, sa réintroduction et sa protection, ça fait partie des mesures du GIEC depuis 2022. Dans la lutte contre le changement climatique. Et ça vient pas de nulle part, ça vient notamment de travaux des scientifiques, notamment des scientifiques américains. Je pense à Emily Fairfax, qui a réussi à montrer que là où on a réintroduit le castor, il a été capable non seulement de faire recouler des cours d'eau qui étaient asséchés, mais aussi de favoriser le remplissage des nappes, le stockage du carbone et la prévention contre la propagation des incendies de forêt, excusez du peu. Alors c'est pas par hasard, le castor il a quand même 8 millions d'années d'expérience, il était présent dans toutes les rivières de l'hémisphère nord, en France il était présent jusqu'à il y a 200 ans. Et il a un rôle qui est aujourd'hui reconnu comme étant tout à fait efficace, bien plus efficace d'ailleurs que les pauvres petits errements que essaient de faire les humains face à la catastrophe qui s'annonce. Pour le moment, en fait, on a vraiment beaucoup à apprendre de lui, à l'observer, à essayer de s'en inspirer. Et donc, c'est une partie des choses qu'on fait aujourd'hui. On commence à tester en France des approches de régénération low-tech des cours d'eau inspirés des processus castor, notamment dans une expérimentation qui s'est menée dans la Drôme, pilotée par l'agglo de Valence-Roman, sur 2 cours d'eau avec un certain succès. Et donc là, maintenant, il y a des projets qui sont en train de se multiplier en France. Et donc ça aussi pose des questions pour les institutions, pour les gestionnaires de cours d'eau, pour les services GEMAPI, parce que est-ce qu'on peut faire des barrages ? Qu'est-ce que c'est qu'un barrage castor ? Est-ce que ça ressemble vraiment au barrage tel qu'on l'imagine ? Non. En fait, un barrage castor, c'est un ouvrage qui est filtrant, qui est plutôt propice à la continuité écologique des cours d'eau. Ça veut dire que les poissons et la vie finalement de la rivière peut circuler à travers ce barrage. Et donc on parle plutôt d'ouvrage plutôt que de barrage. Justement, un ouvrage castor, c'est un ouvrage qui a finalement énormément de qualité pour ce qui nous occupe. Ouais, c'est génial. D'ailleurs, on peut voir sur Arte ou sur YouTube, il y a plein de documentaires là-dessus, c'est passionnant. Et puis j'imagine même qu'il y a des ateliers où on peut s'impliquer soi-même si on a envie de participer à des régénérations de cours d'eau comme ça. Tout à fait, il commence à y avoir des chantiers participatifs. Vous pouvez, soit via l'association pour hydrologie régénérative, soit via une autre association qui s'appelle le MAPCA, le Mouvement d'Alliance avec le Peuple Castor. Vous pourrez trouver des dates et des lieux pour faire participer à des chantiers participatifs et découvrir comment construire des ouvrages à la manière du castor. Génial.
Alors, tu te souviens de la phrase de notre cher président, qui aurait pu prévoir? Alors, on voit en ce moment énormément d'inondations, en particulier dans l'ouest de la France. Est-ce que tu as essayé d'en analyser les causes? Et est-ce qu'on aurait pu prévoir, justement? Et d'après toi, qu'est-ce que l'hydrologie régénérative pourrait amener comme solution? Alors, on a, parmi les causes les plus évidentes de tout ce qui nous arrive aujourd'hui, on a sectorisé énormément l'espace et on a beaucoup, pendant longtemps, pensé la gestion de l'eau uniquement, on va dire, sur le périmètre du trait bleu sur la carte, c'est-à-dire là où il y a la rivière. Or, les problématiques qu'on rencontre, les débordements de rivières, de cours d'eau, etc., elles viennent à minima de deux choses. Un, c'est ce qui se passe sur les bassins versants en amont des cours d'eau. Donc, qu'est-ce qui se passe à ces endroits-là? En fait, l'eau, elle s'accélère, elle n'a plus d'occasion d'être ralentie, d'être infiltrée. Tu peux juste rappeler ce que c'est qu'un bassin versant? Un bassin versant, il faut imaginer, c'est toute la cuvette qui entoure un cours d'eau. Donc en gros, quand une goutte d'eau tombe à n'importe quel point d'un bassin versant, d'un même bassin versant, elle va finir sa vie au même endroit, au niveau de l'exutoire, d'accord? Donc vous pouvez, ça peut être un super exercice si vous ne savez pas, mais vous pouvez essayer de vous renseigner quelle est la rivière ou le cours d'eau qui est sur autour duquel est inscrit le bassin versant sur lequel je vis, et donc ça va vous permettre de savoir, peut-être vous allez découvrir des choses. C'est intéressant parfois de se présenter plutôt que de donner le nom d'un territoire administratif, d'essayer plutôt de parler d'une biorégion, donc d'une région plutôt qui est basée sur le vivant, alors ça peut être en termes de climat, ça peut être en termes de type de sol ou de sous-sol, de géologie, mais ça peut être aussi en termes d'hydrographie, et donc parler du bassin versant dans lequel vous vivez. Et donc, une fois qu'on a compris ça, que les problèmes en fait naissent en amont dans les bassins versants, on peut commencer à se protéger. Il y a des études qui ont montré que dès qu'on commence à ralentir l'eau dans les bassins versants, on limite les afflux d'eau au moment des grosses pluies, et donc on limite les risques d'inondation. Alors, pas de tous les types d'inondations, d'accord, de certains types d'inondations, celles qui sont liées justement à des afflux qui viennent de l'amont. Et puis on limite aussi le risque sécheresse pendant les périodes, parce que souvent les inondations appellent les sécheresses. Souvent on dit oui, il a tellement plu cet hiver que c'est sûr on va être prémuni contre les sécheresses l'été prochain. En fait non, pas du tout, même au contraire, plus on a de dégâts qui est causé pendant l'hiver par les inondations avec des arrachements de sol, de sédiments, de l'érosion, etc., plus du coup on crée de la fragilité pour nos territoires, qui va faire que derrière on va potentiellement encore plus subir si on a un épisode de sécheresse. Donc ça c'est une partie du problème. Et ensuite une deuxième partie du problème, c'est la façon dont on a aménagé nos villes, nos villages, toutes nos installations le long des cours d'eau, souvent dans le cours majeur. Alors le cours majeur d'un cours d'eau, c'est en fait toute la zone qui est censée être occupée par le cours d'eau quand celui-ci déborde. Et donc on a beaucoup de rivières qui n'ont plus de cours majeur, c'est-à-dire qu'en fait on les a barricadées, cadenassées dans leur cours mineur, en essayant de relever des berges, des digues, etc., pour éviter qu'ils débordent. Alors qu'auparavant, ils avaient ce qu'on appelle un espace de bon fonctionnement, c'est-à-dire une capacité à pouvoir se déployer dans leur cours majeur. Donc, en fait, on a besoin aussi d'interroger finalement ces choix d'urbanisation, ces choix d'aménagement, et peut-être revenir à des choix qui soient moins, en tout cas, où il y ait moins d'emprise sur le fonctionnement des cours d'eau, des rivières, et peut-être abandonner certaines zones, certains quartiers, dans certaines villes. Alors c'est des questions qui sont difficiles à poser, parce que maintenant il y a peut-être plusieurs milliers, dizaines de milliers de personnes qui sont installées dans ces zones inondables, parce que fatalement ces épisodes vont se multiplier, et on a besoin de laisser la rivière aussi l'espace, son espace pour s'exprimer. Et il y a également, je crois, le fait de tasser les sols avec des tracteurs, ce genre de choses qui fait qu'au bout d'un moment l'eau ne s'infiltre plus. Et puis ça stagne en surface, quoi. Ouais, alors ça c'est vraiment une maladie chronique, on va dire, des sols depuis l'industrialisation de l'agriculture. On a des engins de plus en plus lourds. Donc on crée du tassement des sols en surface, et en fonction du type de sol qu'on a, typiquement si on est dans un sol un peu argileux, le tassement des argiles en surface, ça va créer une couche imperméable, et ensuite l'eau va glisser dessus, et donc toute cette eau va se retrouver en bas et donc va manquer dans le sol. On peut être étonné parfois quand on a des pluies plutôt au printemps ou en été, des bonnes pluies, de voir que 2 cm, 3 cm, quand on gratte un petit peu le sol, en fait c'est tout sec en dessous, parce que
toute cette pluie, même si elle a été abondante, n'a pas pu s'imprégner et finalement à circuler en surface. Un bon exemple, c'est si vous voulez faire un élément de comparaison, c'est quand vous rentrez chez vous après les vacances et que vous essayez de réhumidifier une éponge, vous savez, qui a séché, qui a été posée négligemment sur le bord de l'évier. Et vous voyez que vous la mettez sous l'eau, mais au début, c'est difficile. L'eau ne rentre pas en quelque sorte dans l'éponge, l'eau ruisselle par-dessus, et il faut un certain temps, et puis malaxer l'éponge, etc., pour lui redonner sa capacité d'absorption. C'est pareil en fait pour un sol. Si vous avez un sol qui a séché, qui a été laissé à nu, laissé au rayonnement du soleil, etc., qui n'a pas été couvert, potentiellement, une fois qu'il est sec, c'est difficile de le réhumidifier. Comment est-ce que tu t'es intéressé au lien entre santé des écosystèmes et santé humaine ? Alors il y a eu plusieurs choses. D'abord, je me suis formé moi après la fin de mes études à la permaculture. C'est arrivé un peu par hasard. J'ai côtoyé une jardinière qui m'a parlé de permaculture. Elle m'a donné quelques magazines et puis je me suis formé. Et là, j'ai pris une grande claque parce que pour moi, la permaculture, à cette époque-là, c'était une sorte de technique de jardinage un peu améliorée où j'allais apprendre à pailler mes légumes et associer les tomates avec le basilic. Je caricature un peu. Et en fait, j'ai découvert beaucoup plus que ça. J'ai découvert une philosophie, des outils, une méthode pour régénérer les écosystèmes. Et j'ai découvert aussi le fondement éthique de la permaculture qui tourne autour du prendre soin. En fait, l'éthique de la permaculture, c'est prendre soin de la terre, prendre soin des humains et partager équitablement les ressources. Et à partir de là, pour moi, cette question du prendre soin, elle est devenue essentielle. C'est qu'en fait, finalement, ce qui nous guide dans notre travail, quand on essaie de penser à un système quel qu'il soit, même en sortant des logiques d'aménagement d'espaces agricoles comme moi je le fais, finalement derrière il y a la question de comment est-ce qu'on prend soin de notre planète et qu'est-ce que ça veut dire de prendre soin de notre planète. Ensuite sont apparues toutes les logiques de ce qu'on appelait la santé environnementale, puis la santé planétaire, qui m'ont beaucoup intéressé, parce que je me suis rendu compte que forcément, au quotidien, je vois bien, moi, quand je travaille sur la santé des écosystèmes, à quel point il y a des liens, des passerelles avec la santé humaine. Il suffit de penser par exemple à la dynamique du sol, qui constitue une sorte de système digestif en quelque sorte du vivant, et qui est aujourd'hui complètement négligé. Du coup, on peut agir aussi en mettant des sortes de probiotiques, essayer d'encourager le sol à se régénérer à travers différentes actions, comme on peut faire dans des jardins, mais aussi on peut faire dans des fermes. Et à partir de là, il y a eu aussi un peu un autre enjeu pour moi qui a été la notion de comment est-ce qu'on peut penser des écosystèmes humains durables en quelque sorte avec les outils de la permaculture. Et donc il y a toute la question du burn-out, il y a la question de pas se laisser piéger par l'accélération du monde, essayer de trouver des manières saines d'agir, d'être au contact des problèmes, essayer de participer à apporter des solutions. Et c'est pas si facile en fait de faire ça. Et puis le point un peu culminant un peu de toute cette recherche pour moi, ça a été l'émergence de la notion de santé commune, où en fait on voit qu'on réconcilie à la fois santé humaine, santé sociale, santé des écosystèmes, et avec pour moi une réflexion sur la notion de santé située aussi, et notamment de santé territoriale. C'est quoi un territoire en bonne santé ? Alors il se trouve que moi je vis sur un territoire qui s'appelle la Biovallée, qui a porté un projet ambitieux de transition écologique depuis pas mal d'années, depuis une vingtaine d'années sur le territoire. Et c'est un territoire qui réfléchit beaucoup sur lui-même, qui a une grande capacité à se poser des questions. Les acteurs du territoire réfléchissent régulièrement à c'est quoi l'avenir de notre territoire, etc. Et donc forcément, cette question de la santé de notre territoire, est-ce qu'on peut dire qu'on est un territoire en bonne santé ? Ça voudrait dire quoi d'être dans un territoire en bonne santé ? Pour moi, c'est une question qui est vraiment intéressante parce qu'elle nous fait sortir des généralités sur la santé et elle nous fait rentrer dans une vision beaucoup plus circonstanciée finalement. Et on peut du coup en venir vraiment à se poser des questions qui touchent finalement à plein de choses, à plein d'aspects, et faire se relier justement des enjeux comme les enjeux de passage par exemple d'une partie au bio, ça c'était un peu le point de départ, à aujourd'hui des questions de régénération. Donc on voit qu'on évolue dans notre perception de la santé, mais c'est aussi symptomatique de comment on évolue dans notre perception de la crise écologique qu'on traverse. Oui, puis
Là, ça me parle en tant que naturopathe, puisque dans mon métier, j'essaye de voir la santé comme quelque chose de global, à la fois la santé de la personne, mais dans un environnement de vie. Ça, c'est quand même des gens depuis des milliers d'années qui disent ça, qu'il n'y a pas de santé humaine correcte sans santé correcte de la nature autour de nous. Donc voilà, ça, c'est vraiment super. Et puis, ce dont tu parles, finalement, le maître mot, je dirais presque, c'est ralentir. Et ça c'est aussi un peu mon combat, entre guillemets, pour la santé physique et mentale. Ralentir dans nos déplacements. Donc là, c'est le livre que j'ai écrit sur l'aéronautique, ça parle de ça. Ralentir l'eau, là, c'est toi, tu parles de ça, ralentir l'eau pour qu'elle puisse s'infiltrer. Donc il y a quand même ce thème du ralentissement, je trouve, qui est très présent. Ouais, alors en fait, moi, ce qui me plaît beaucoup avec ma position de personne qui s'intéresse depuis pas mal de temps à la santé des écosystèmes, aux vivants, etc., c'est que, en fait, ce que j'observe, c'est qu'une des clés pour moi de la santé humaine et de la santé sociale réside dans le fait de reconnecter, rebrancher l'humain avec la nature, quoi, avec ce qui nous entoure. Et que finalement, une fois qu'on comprend des choses sur ce qui se passe autour de nous, on se comprend mieux aussi nous-mêmes. Je vais prendre un exemple. Je travaille sur une nouvelle conférence qui est sur ce thème de la santé. Et cette conférence, son titre provisoire, je ne sais pas si ce sera son titre toujours, mais s'appelle « Voulons-nous vraiment des coquelicots ?» Et le coquelicot, c'est assez intéressant comme histoire parce qu'il y a quelques années, il y a un mouvement qui a émergé en France qui s'appelle « Nous voulons des coquelicots », de personnes qui s'opposent à l'utilisation des pesticides dans les champs. Et ça vient du fait que quand on arrête de traiter un champ de blé avec des pesticides, en fait, une des plantes qui apparaît spontanément, c'est le coquelicot. Et donc, pour ces personnes, et en quelque sorte, il est le symbole de l'écologie, de notre retour à une nature plus saine. Or, le coquelicot en écologie, justement, c'est-à-dire quand on s'intéresse au fonctionnement des écosystèmes, on découvre que c'est une plante pionnière. Une plante pionnière, c'est une plante qui pousse dans des milieux dégradés, dans des milieux qui sont très difficiles, et qui va du coup participer à la première phase de la succession écologique, c'est-à-dire vraiment le moment où le paysage va cicatriser. J'utilise justement pas par hasard le terme de cicatrisation. En fait, si vous voulez des coquelicots, c'est très simple. Vous prenez une pioche, et vous faites des grands trous dans votre terrain. Vous défoncez votre terrain, vraiment. Allez-y, n'y allez pas de main morte, parce que plus vous allez saccager votre terrain, plus vous allez créer un environnement propice aux coquelicots. D'ailleurs, le coquelicot dans les villes, il pousse dans les terrains vagues, le long des chemins, après des chantiers, là où on a construit des maisons ou des immeubles. En fait, le coquelicot n'est pas vraiment le symbole d'un terrain en bonne santé ou d'un paysage en bonne santé, c'est plutôt l'inverse. En fait, il nous raconte un environnement qui a été fraîchement dégradé et qui a besoin en fait de se régénérer, qui est au tout début d'un processus de régénération. Donc finalement, une fois qu'on comprend mieux, qu'on s'intéresse un peu plus à l'écologie, qu'on dépasse des visions un peu courtes, en disant voilà, le coquelicot c'est super, c'est la santé, etc. Ça nous permet aussi par effet ricochet de mieux nous comprendre nous. Moi je pense qu'on a besoin de prendre plus de temps pour observer le vivant, pour s'en imprégner. Et ça force à ralentir en fait, parce que se mettre au rythme de la nature, c'est forcément synonyme dans nos sociétés aujourd'hui de ralentissement, en fait, de prendre le temps. Et donc pour moi c'est vraiment une des clés, quoi. Et s'il y a vraiment un des angles que je trouve vraiment pertinent et qui est en train de se développer, et j'en suis vraiment heureux depuis quelques années, c'est ce mouvement d'aller vers le vivant, de s'y intéresser, de se renseigner, de regarder et aussi d'expérimenter à travers le jardinage, à travers on peut choisir plein d'angles, ce contact avec le vivant et un lien nouveau avec le vivant. Et d'ailleurs, ça fait penser, j'ai fait un épisode un peu, pas vraiment là-dessus, mais sur les correspondance qu'il y a entre la nature et l'humain. Par exemple, nos yeux, tu vois, l'iris, tout ça, c'est ça. En fait, quand tu découpes une carotte en rondelles,
quand tu regardes la forme, les patterns. Ouais, Ouais. c'est carrément un iris d'œil, Génial. etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et ça me fait penser, voilà, nous en naturopathie, on est aussi, on considère qu'il n'y a pas par exemple, de mauvaises herbes. C'est-à-dire que, par exemple, l'ortie, qui est considérée, quand on est déconnecté de la nature, comme une mauvaise herbe à exterminer dès que possible, bah, en fait, on se rend compte que voilà, le concept de mauvaise herbe n'a pas de sens et qu'on peut en tirer aussi pour nous, pour l'humain, des bénéfices. Et que quand on se renseigne, bah, on voit que en fait, cette plante-là, elle est là pour une raison, elle est là pour extraire des sols, le surplus d'azote, voilà, ce genre de choses. Bien sûr. Donc en fait, tout est lié et je pense que c'est assez récent en fait, qu'on soit déconnecté à ce point-là de la nature, parce que ça fait assez peu de temps qu'on habite en ville, etc. Et donc, voilà, je pense que c'est utile, tu vois, de parler de tout ça et d'essayer de se reconnecter au vivant, quoi. Alors, à l'issue de ta conférence, je t'ai posé la question, tout ce que tu expliques, c'est génial. Une fois qu'on a compris, on se dit que c'est vraiment une voie qu'on devrait suivre. Donc, est-ce que tu as eu la possibilité d'en parler à nos responsables politiques ? Et si oui, quelle a été leur réaction ? Ok, merci. Ouais, c'est une question qui est importante parce que on est dans un moment, pour moi, de prise de conscience un peu tous azimuts, y compris de notre élite politique. Ça ne veut pas dire que ça se traduit dans des choses très concrètes. Je pense qu'en partie, les personnes qui se retrouvent aujourd'hui dans des mandats politiques et du coup sont soumis à des rapports de scientifiques, etc., ne savent pas tellement quoi faire avec ce qu'ils découvrent et se sentent un peu en difficulté pour rester proches à la fois des préoccupations de leurs concitoyens et en même temps de ne pas non plus être dans le déni par rapport à ce qu'ils apprennent. Donc ça, c'est vraiment une des choses qui est clé. Alors, l'observation depuis 2022 et la création de l'association, c'est que autant la dynamique s'enclenche assez bien au niveau des collectivités territoriales. On a de plus en plus de communautés de communes, de communautés d'agglos, de départements, de parcs naturels régionaux, de syndicats de rivières, de syndicats de bassins versants, qui sont plutôt attentifs, voire moteurs, pour essayer de mettre en place des initiatives qui vont dans le sens de l'hydrologie régénérative. On a aussi plutôt un accueil favorable du côté des institutions publiques, notamment des agences de l'eau, qui trouvent dans nos approches des choses qui sont cohérentes avec des choses qu'ils essaient de pousser. Alors ils appellent ça les solutions fondées sur la nature, mais bon, peu importe, hein, on peut lui donner le nom qu'on veut. Pour nous, ça nous convient bien. Là où c'est pour l'instant encore un peu compliqué, et j'espère que ça va bouger prochainement, c'est vraiment au niveau de notre représentation nationale, notamment Sénat, Assemblée nationale. Il y a eu deux auditions auxquelles on a pu participer au Sénat, et où on est ressorti un peu dépité avec le sentiment que pour le moment nos députés, nos sénateurs sont pas tellement prêts à vraiment entendre et à considérer les propositions qui sont faites, mais voilà, on désespère pas. Et puis on a aussi la chance d'être dans un pays où les collectivités territoriales ont une vraie capacité d'action, une vraie marge de manœuvre. Donc du coup, on se concentre pour l'instant sur cet échelon-là pour essayer que ça bouge. Et puis après, il y a un autre échelon auquel il va falloir s'attaquer. On n'a pas encore commencé à le faire, mais c'est l'échelon européen, tout simplement parce qu'une grande partie des financements, des grandes lois, etc., aujourd'hui se décident à Bruxelles et s'appliquent à l'échelon européen. Donc voilà, il va falloir s'organiser, se retrousser les manches. Il y a déjà une association sœur de la nôtre qui existe en Belgique, qui s'appelle Hydrologie Régénérative Belgique, et donc voilà, on espère que bientôt il y a encore d'autres mouvements citoyens qui vont émerger dans d'autres pays européens et qu'on pourra ensemble essayer de porter une voix à cet échelon-là aussi. Et pourtant c'est fou parce que lors de ta conférence, en fait juste avant ta conférence, il y avait un réalisateur qui est venu présenter son film. Je me souviens plus du nom. C'est Nathanaël Coste. Ouais, et son film s'appelait comment ? La théorie du boxeur, voilà. Ouais. Et en fait, c'est génial, hein, ce documentaire est génial, mais
on ressort de là en se disant ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi. Et après, quand tu arrivais avec ta conférence, on avait les réponses. Ouais, ça se complète bien. Ah ouais, on avait les réponses à qu'est-ce qu'on fait. On fait ça, on fait l'hydrologie régénérative. Et là, on a toutes les solutions, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, ça me paraît un peu fou que les personnes qui nous dirigent ou qui nous représentent, ce qui est encore pire, ne voient pas l'intérêt de ce genre de choses, quoi. Ouais, alors, moi, je suis un peu plus nuancé, c'est-à-dire que l'hydrologie régénérative, c'est quelque chose d'abord d'extrêmement nouveau et d'extrêmement peu connu. Hein. Donc, je dirais c'est normal que des personnes qui sont arrivées à des mandats politiques sur les dernières années, d'abord ne connaissaient pas ça avant leur mandat et le découvrent petit à petit. Donc pour moi, la temporalité dans laquelle on s'inscrit, elle est extrêmement courte. Hein. L'association est née en 2022, donc ça fait à peine 4 ans que on pousse cette notion, on essaie de la faire exister, et surtout on essaie de la faire exister à l'échelle des territoires, parce qu'elle existait avant, mais plutôt à l'échelle de parcelles, dans des contextes plus petits, d'actions de plus petite envergure. Là, on est vraiment dans l'optique d'essayer de transformer ça dans des politiques publiques, hein, ce qu'on pourrait appeler des programmes de régénération des cycles de l'eau à l'échelle des bassins versants. Et ça va nécessairement prendre du temps aussi parce que pour pouvoir mettre en place des actions à grande échelle, il faut un travail de dialogue territorial. Donc il faut embarquer pas simplement un acteur motivé, mais une série d'acteurs motivés. La chambre d'agriculture, les techniciens de rivière, les exploitants forestiers, l'ONF, toutes les personnes qui interviennent dans la gestion des eaux pluviales en ville. Bref, en fait, il y a toute une série d'acteurs qui doivent se concerter pour porter une ambition et atteindre vraiment des résultats. Parce que si on a un acteur seulement qui agit sur un territoire, qui ralentit l'eau alors que tous les autres l'accélèrent, forcément on imagine que le résultat il sera... Alors c'est bien, hein, il faut encourager l'initiative, quelle qu'elle soit, mais c'est un peu comme si... le parallèle c'est si vous êtes la seule personne à trier les déchets dans votre ville, bon, c'est super, tant mieux, il faut continuer, mais on n'en verra jamais l'impact, hein, ça sera négligeable. Pour l'eau, c'est pareil. Et donc, il faut du dialogue territorial, et donc il faut petit à petit créer de la concertation, amener les bonnes personnes autour de la table, et faire en sorte que tout le monde accepte de s'engager. Et c'est ça le gros travail auquel on doit s'atteler. Ouais, en tout cas, je trouve ça vraiment, vraiment génial, quoi. Donc, forza. On a l'impression, j'ai l'impression que beaucoup de problèmes seraient réglés si on allait dans cette direction. Et que les relations s'apaiseraient sans doute. Je pense aux affrontements de type Sainte-Soline, par exemple. Donc d'ailleurs, c'est quoi ton avis sur les méga-bassines ? Alors, il y a dans l'hydrologie régénérative, de mon point de vue, la possibilité d'un dépassement de certains clivages. Parce que on regarde l'eau différemment. On ne regarde pas l'eau comme un gâteau à se partager. Ça, c'est vraiment... le meilleur moyen d'aller vers la guerre de l'eau, c'est de voir l'eau comme un gâteau à se partager où on va décider d'allouer des mètres cubes à un tel et des mètres cubes à un tel et des mètres cubes au troisième en se disant voilà, en fait on a un stock qui est limité. Non, le stock il est pas limité. Alors il n'est pas non plus illimité, mais le stock il est dépendant de notre action. Si en fait on passe notre temps à aménager des territoires qui éjectent l'eau le plus rapidement possible, forcément on va aller vers des tensions croissantes, et donc on va aussi avoir des personnes qui vont s'arc-bouter sur des solutions comme par exemple les méga-bassines qui n'en sont pas. Alors pourquoi les méga-bassines c'est pas vraiment une solution ? En fait les méga-bassines ça participe d'une dynamique qui est celle de l'adaptation, on pourrait même dire de la maladaptation en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on part du principe que les problèmes sont là, on ne cherche pas à les résoudre et on cherche à en gérer les effets. C'est exactement ce qu'a fait l'Espagne. Je ne sais pas si tout le monde sait ça, mais l'Espagne a été le premier pays européen à se doter d'un plan national de lutte contre la désertification. C'était en 2022. Ils ont annoncé que 72% du territoire espagnol est en voie de désertification. Je ne sais pas si on se rend compte de ça. C'est-à-dire que moi, quand j'étais enfant, le désert, c'était le Maroc et l'Algérie. Aujourd'hui, donc une génération plus tard, pour mes enfants, déjà on arrive en Espagne, c'est déjà le désert. Et qu'a fait l'Espagne depuis ces dernières décennies ? Elle a été dans la voie du tout barrage, tout stockage, des grands ouvrages bétonnés,
extrêmement coûteux et qui ne fonctionne tant qu'on a de l'eau à mettre dedans, mais à partir du moment où on a dégradé durablement les cycles de l'eau, en fait, ces ouvrages deviennent inutilisables la plupart du temps. Et donc on s'achemine, et toutes les personnes qui travaillent sur l'avenir de la péninsule ibérique nous disent en fait on va vers une incapacité croissante de l'Espagne à avoir de l'eau et à pouvoir aussi produire les tomates et les fraises qui inondent le marché européen. Pour le moment, en France, on est un peu dans cette dynamique-là et malheureusement, le monde agricole souvent s'arc-boute sur ces solutions parce que aussi, il n'a pas d'idée de comment faire autrement. En fait, c'est vu comme étant une sorte d'ultime recours et c'est vrai que c'est compliqué pour beaucoup d'agriculteurs. Si je caricature un peu et que j'arrive en disant en fait tu vas planter des haies et ça fait la même chose que si tu avais une méga bassine, et évidemment que c'est pas aussi simple, d'accord. Donc il faut une action publique qui soit cohérente, concertée, qui soit ambitieuse, parce que les 750 000 km de haies, le million de mares, etc. nous manquent aujourd'hui, pour pouvoir du coup aussi rassurer les agriculteurs. Et de mon point de vue, il ne faut pas jeter la solution du stockage, simplement il faut la voir comme étant une solution qui vient après les actions de régénération. Et c'est ça qui va être le plus difficile à faire passer, c'est on régénère, on corrige les problèmes et ensuite on voit si on a encore besoin d'eau éventuellement en complément. Et à ce moment-là, on réfléchit aussi à qu'est-ce qu'on veut irriguer parce que la question des méga-bassines pose aussi des gros problèmes de finalement qui va pouvoir avoir accès à cette eau et pour servir quel type d'agriculture. D'ailleurs, c'est souvent du maïs, je crois, en France. Mais il y a pas mal de choses il y a pas mal de produits qui sont exportés, ça, c'est pour l'exportation, donc ça veut dire qu'on exporte notre eau en quelque sorte. Et aussi en partie pour alimenter les élevages intensifs. Or on a besoin d'aller vers une désintensification de l'élevage, on a besoin d'avoir des systèmes herbagés. Donc il faut aussi réfléchir à est-ce qu'on continue de produire du maïs pour l'alimentation animale. Et d'ailleurs, dans ta conférence, je spoil un peu là, mais tu dis à un moment, parce que ça fait partie des trucs qui m'ont vraiment marqué, quoi. Tu dis que si on augmente de 1% la matière organique des sols sur toute la France, c'est comme si on construisait 6000 méga-bassines. Parce que la matière organique, des sols riches en matière organique, captent plus l'eau et retiennent plus l'eau. Ouais, tout à fait. Ça, c'est vraiment une des clés. Alors en plus, ça a tout à l'heure, on parlait des co-bénéfices, mais ça a plein de co-bénéfices, c'est-à-dire que en remettant la matière organique dans les sols, on va stocker plus d'eau, donc pallier en partie au problème du manque d'eau dans les sols français. On va aussi, en stockant du carbone, participer à mitiger le changement climatique. C'est une des clés pour essayer de s'attaquer à ce problème. Et en plus de ça, la vie du sol fait partie du début des chaînes trophiques. Souvent, les chaînes alimentaires commencent par tous les petits organismes qui vivent dans le sol, qui vont être mangés par des plus gros, qui vont être mangés par des oiseaux ou des mammifères ou des batraciens, etc. Et en fait, l'érosion brutale de la biodiversité, l'extinction de masse la nouvelle extinction de masse des espèces auxquelles on est en train d'assister, en partie pourrait être aussi, alors résolue peut-être pas, en tout cas on peut travailler sur ce sujet en recréant la vie du sol. Et donc la matière organique dans les sols, pour moi, c'est un peu le point de départ de beaucoup des grands problèmes auxquels on doit s'attaquer. D'ailleurs, moi j'essaie de dire à mes clients de manger bio, mais après il y a bio et bio, c'est-à-dire que si c'est bio pour faire de la monoculture avec des tracteurs qui tassent, etc., c'est pas du bon bio, entre guillemets. Il y a bio et bio quand même, il y a quand même une nuance. Ouais, alors c'est des débats qui sont un peu sans fin. Disons que le bio, le gros avantage du bio, c'est le sérieux du label et des vérifications qui sont derrière. Mais le bio en soi n'interdit évidemment pas de pratiquer le labour, n'interdit pas d'utiliser des gros tracteurs. Et en même temps, si on veut aller vers une forme d'agriculture où on s'éloigne des gros tracteurs et du labour, en fait, comment est-ce que aussi nous on accompagne un mouvement qui permet ça ? Aujourd'hui, les bios sont malheureusement plutôt boudés par les financements, notamment européens, et donc c'est pas facile en fait, une filière qui est plutôt en difficulté.
en dehors des questions de marché qui est un peu moins porteur qu'il y a quelques années. Donc oui, consommer bio et en même temps s'intéresser à d'où vient ce qu'on mange et donc privilégier aussi les circuits courts. Donc voilà, comme dit l'adage, bio et local, c'est l'idéal. Joli. Tu parlais au début de notre entretien de permaculture. Ouais. Est-ce que la solution, c'est que chacun fasse son jardin en permaculture ? Alors, je vais dire non parce que pour moi, évidemment que le fait de faire son jardin, c'est extrêmement intéressant. Je conseille vraiment à tout le monde de faire son jardin si on a accès à un jardin ou à un jardin partagé pour se reconnecter, se rebrancher, pour s'émerveiller du vivant, pour vivre au rythme des saisons, pour avoir la joie de consommer un repas entièrement qu'on a fait nous-mêmes, voilà, et ça peut être vraiment une source de fierté. Donc ça, je le recommande vivement. L'autonomie alimentaire individuelle à travers le jardin, c'est extrêmement difficile à obtenir. Il faut y consacrer beaucoup de temps. Souvent, c'est incompatible avec un travail à temps plein, même à temps partiel. Donc moi je dirais qu'il faut jardiner, il faut se rebrancher, mais il faut aussi accepter que il va y avoir des personnes qu'on va soutenir, des paysans, des maraîchers, etc. Et qui vont eux être des professionnels du sujet et qui vont voilà, nous nourrir. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est rapprocher la production des consommateurs et donc privilégier ce qu'on appelle les ceintures vertes autour des villes en installant massivement des maraîchers bio, en créant des AMAP pour faire en sorte d'essayer de travailler sur ce sujet de l'autonomie alimentaire. Donc là, on a aussi beaucoup de travail à faire parce que les villes n'ont pas du tout été pensées pour ça. Les trajets sont quand même globalement longs. Le commerce, pour l'instant, peine à vraiment se tourner vers les produits locaux, les produits régionaux. Et nous-mêmes, en fait, on est souvent, on n'a pas le temps, on prend pas le temps d'aller chez un producteur de viande, d'aller chez un producteur de légumes, d'aller chercher son pain chez un paysan boulanger. Enfin voilà, ça prend du temps, tout ça. Donc c'est aussi soutenir des expériences de magasins collectifs. Voilà, il y a pas mal de choses qui permettent aujourd'hui de pouvoir quand même se nourrir d'une manière qui soit vertueuse. Ouais, tout à fait, ouais. Est-ce qu'il faut arrêter les cultures qui sont très gourmandes en eau, comme le maïs dont on parlait, dont tu disais qu'il y avait une majorité qui servait à nourrir les bêtes, qu'on mange ensuite, et de toute façon on mange trop de viande, ouais. Et les remplacer par des cultures adaptées à un climat plus sec, comme ce qu'on va avoir probablement dans le futur, sachant que toi, je sais que tu prônes plutôt la régénération plutôt que l'adaptation. Ouais, c'est ça. Alors, il y a un piège un peu qui se cache derrière cette histoire. Amener des plantes de milieux plus secs. En fait, le propre des cycles de l'eau, de la dégradation des cycles de l'eau verte, c'est que justement, les paysages sont de moins en moins capables de renvoyer de l'humidité sous forme d'évapotranspiration. Donc si vous remplacez des paysages humides, entre guillemets, c'est-à-dire qui font de l'évapotranspiration, par des paysages plus secs, alors on peut parler par exemple en agriculture de remplacer le maïs par du sorgho ou du tournesol, mais si on fait un parallèle avec le jardin, là depuis quelques années il y a un peu cette mode de beaucoup de personnes dans leur jardin de remplacer les espèces, les arbres, les arbustes, les pelouses par une pelouse en plastique, une petite plage de galets blancs et puis un palmier. Alors on pourrait se dire, et c'est d'ailleurs ce que se disent pas mal les gens qui font ça, que c'est plutôt un acte éco-citoyen finalement, parce que je crée un jardin qui va pas nécessiter d'eau, pas d'arrosage, mais c'est aussi un jardin qui ne va plus produire d'humidité, c'est-à-dire que ça va aussi un petit peu ensemble. Est-ce qu'on veut privilégier le fait d'aller vers des paysages secs et donc encourager en quelque sorte la désertification, l'aridification, aller dans son sens, ou est-ce qu'au contraire on veut privilégier des plantes qui transpirent, qui nous apportent de la fraîcheur, qui vont produire de la biomasse, donc stocker du carbone, et donc évidemment c'est plutôt dans cette direction-là qu'il faudrait aller. Donc il faut résister à cette injonction à aller vers des plantes méditerranéennes, des plantes de climat plus sec, et il faut plutôt privilégier des plantes qui sont entre guillemets de chez nous, des plantes qui poussent spontanément dans les milieux. Si elles
si elles poussent aujourd'hui, c'est qu'elles sont adaptées au climat d'aujourd'hui. Certes, le climat évolue vite, mais ça sert à rien de précipiter et d'accélérer les choses. En fait, si je t'entends bien, si on si on cultive des plantes ou si on plante des arbres ou quoi qui sont adaptés au climat du futur, quelque part on capitule. On n'admet pas qu'on peut encore faire en sorte que ça se passe plus ou moins bien, et on capitule et on se dit de toute façon c'est foutu, il va faire plus sec, alors que toi, ce que tu proposes dans l'hydrologie régénérative, c'est justement d'y croire et de se dire non, il faut qu'il y ait de l'eau qui reste dans ce territoire, notamment avec des plantes qui sont adaptées au climat d'aujourd'hui. Ouais. Alors, oui, non seulement on capitule, je suis assez d'accord avec ça. J'ai lu un article récemment où l'auteur parlait du fait que pour lui, adaptation égale résignation. Et je suis assez d'accord avec ça. Je pense que l'injonction à l'adaptation, c'est pas du tout le mot d'ordre qu'il faudrait avoir aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait au contraire parler de régénération. Il faudrait aller pousser les gens vers « Ok, on a dégradé, c'est ok, c'est pas grave. C'est gênant, c'est très embêtant, mais c'est pas grave. Et il faut avancer maintenant. Et qu'est-ce qu'on fait ? Il faut régénérer. S'adapter, c'est bien, il faut le faire. Mais si on a comme horizon l'adaptation, en fait, quelque part, on se résigne. Et pour moi, c'est plus grave qu'une simple capitulation, c'est qu'en fait, on va accélérer les processus vers la dégradation des cycles de l'eau. Si on retire la végétation qui fait de la photosynthèse et qui fait de l'évapotranspiration, en fait, demain, on n'aura plus de source de carbone, et on en a besoin, et on n'aura plus d'eau. Et on en a besoin. Donc, il n'y a pas de fatalité. La France n'est pas obligée de devenir un désert dans les prochaines années, les prochaines décennies. Et si on veut éviter ou retarder que ça le devienne, le meilleur moyen, c'est de planter dense et d'avoir des végétaux qui produisent de l'eau. Voilà ce dont on a besoin. C'est génial parce que le parallèle avec la santé est assez évident, je trouve. Enfin, en tout cas, on a l'impression que là, on est plutôt dans l'antisymptomatique, alors que, ça, c'est mon métier de naturopathe, d'aller à la racine des problèmes et d'essayer de traiter le problème à la cause. Exactement. Et de supprimer, en fait, ce qui crée le problème, plutôt que de rajouter des traitements ou je sais pas quoi, des plantes sous forme de tisane ou quoi. Déjà, si on enlève le problème à la racine, c'est déjà mieux. Et comme pour la santé humaine, en fait, les cycles de l'eau, ça fait partie de nos équilibres, les équilibres de vie auxquels il faut prendre soin. Et quand il y a des déséquilibres, on essaie de retrouver des équilibres. Et comme pour la santé humaine, la diversification des milieux, la diversité de notre alimentation, de nos activités, etc., de nos postures au quotidien, tout ça, ça va participer à notre santé, quoi. Donc, Mais comme on est dans une civilisation aujourd'hui de la facilité et de l'instantanéité, c'est sûr que prendre soin de sa santé ou prendre soin de son écosystème local, c'est plus long, plus laborieux que de mettre une rustine ou prendre un médicament, tu vois, c'est ce genre de choses. Tout à fait. Voilà, donc ça nécessite un peu plus de travail et d'implication. quoi. Mais c'est de la joie. Moi, oui, exactement. Voilà, ce que j'ai envie de proposer, c'est que ce ralentissement, cette reconnexion avec le vivant, c'est un chemin de joie. Et c'est d'ailleurs des témoignages que beaucoup de gens partagent. C'est qu'à partir du moment où on a franchi le pas, le plus difficile finalement c'est de s'y mettre, mais une fois qu'on y est, il n'y a aucun regret, quoi, finalement. C'est d'y croire aussi, parce que forcément, souvent on nous dit voilà, c'est foutu. D'ailleurs en médecine c'est pareil, parfois on nous dit y a rien à faire, faut enlever l'organe, alors qu'en fait peut-être parfois il faut faire ça, mais peut-être aussi que parfois en mangeant d'une certaine manière ou en abaissant son stress ou ce genre de choses, on peut aider notre corps à se régénérer tout seul. Du coup, je te demande pas ce que tu penses de la loi du plomb en termes d'impact sur la santé humaine et globale. Ouais, on est sur des lois qui sont un peu anachroniques. J'ai aimé qu'il y ait une mobilisation, qu'il y ait une pétition. Ça veut dire qu'il y a quand même une conscience. Ça serait intéressant de regarder dans quelques années, voir comment la trajectoire a été infléchi ou pas, et comment on peut transformer ces dynamiques-là. Moi, j'ai l'impression que le sénateur Duplon aujourd'hui représente quand même une partie réelle du monde agricole qu'il va falloir accompagner et dont il va falloir prendre soin énormément. Comme une partie de notre corps social.
Et donc là aussi, je fais un petit parallèle avec la santé humaine et la santé sociale. Moi, je n'ai pas envie qu'on ait envie de trancher l'organe monde paysan en disant bon, en fait, ils comprennent rien, on fera jamais rien, etc. Au contraire, je pense qu'il faut créer autant de voies de dialogue que possible, autant de voies de conciliation que possible, autant d'explications, de conférences, de moments pour aider les agriculteurs à dépasser un peu les préjugés qu'ils peuvent avoir sur l'écologie. Et en matière de gestion de l'eau, on touche à un sujet qui est très important pour eux, qui touche aussi à l'équilibre de leur ferme. Et donc, il y a souvent une oreille plus attentive que sur d'autres sujets, comme par exemple la biodiversité ou la question des sols, etc. Donc je vous encourage aussi à essayer de parler avec les agriculteurs qui sont autour de vous, à essayer de les sensibiliser, si vous en avez dans votre famille par exemple. Et la conférence, en tout cas sur l'eau, je pense y participe, à essayer de créer ce lien. Ouais, complètement. Est-ce que tu voudrais nous parler de ton livre comment il s'appelle déjà ? Alors il s'appelle Cultiver l'eau douce. Voilà. Alors je n'en suis qu'un des 3 auteurs, puisque c'est un travail collectif avec Antoine Talin et François Goldin, avec qui j'ai collaboré au sein de l'entreprise Les Alvéoles dans la Drôme. Donc c'est un manuel pratique d'hydrologie régénérative, c'est vraiment ça. C'est un ouvrage qui n'existait pas en français. Puisqu'en fait il n'existait des ouvrages sur ce sujet qu'en anglais, et donc quand on a fait nos premières formations, etc., les gens à la fin de la formation ils disaient mais est-ce qu'il y a un ouvrage, est-ce qu'il y a un livre, une référence, etc. Ça n'existait pas, et donc on a eu la joie de collaborer avec les éditions Ulmer. C'est un ouvrage qui est richement illustré par Ève Coignot, qui est à la fois paysagiste à proximité de Nantes, mais aussi illustratrice, et puis Kevin Simon qui est photographe. Donc c'est vraiment un bel ouvrage. Moi je suis assez fier et assez content de aussi comment il est en train de circuler et comment des gens s'en emparent. J'ai beaucoup de retours très positifs de ce livre. Et je pense qu'il fait vraiment le job, c'est-à-dire qu'il permet vraiment à toute personne, même sans avoir des projets très ambitieux, juste dans son jardin, de se poser la question, ok, comment est-ce que je peux appliquer l'hydrologie régénérative chez moi, sur mon petit terrain, faire un jardin de pluie. Ça c'est vraiment le b.a.-ba de l'hydrologie régénérative. C'est facile à faire, c'est pas coûteux. Et ça permet déjà d'être dans l'action et de pouvoir aussi faire école, montrer à d'autres gens, participer à transmettre petit à petit le virus de l'hydrologie régénérative. Qu'est-ce que c'est un jardin de pluie ? Alors un jardin de pluie, c'est vraiment il faut imaginer une sorte de petite mare, mais pas étanche. On n'a pas besoin de mettre de bâches, on n'a pas besoin de chercher à l'étanchéifier, qu'on va mettre généralement à proximité d'un bâtiment, mais pas trop près non plus, quelques mètres, entre 5 et 10 mètres d'un bâtiment, et vers lequel on va diriger les eaux pluviales. Donc en fait, vous allez débrancher la gouttière qui envoie l'eau vers la station d'épuration, qui par ailleurs déborde quand il y a des trop grosses pluies et crée de la pollution en aval, et vous allez ralentir cette eau, vous allez la faire passer par le sol de votre terrain. Grâce à ce petit jardin de pluie, on peut y mettre des plantes pour faire de l'évapotranspiration, et donc du coup on recrée un petit milieu humide finalement, qui est tout à fait propice pour la biodiversité, qui est propice pour le stockage du carbone et qui est propice pour les cycles de l'eau. Donc dans ce livre vous pourrez apprendre à faire votre jardin de pluie. Trop bien. Est-ce qu'avec ça on peut faire pleuvoir au-dessus de son jardin ? Alors non, j'aimerais évidemment qu'on puisse aller aussi loin. Non, c'est bien sûr bien plus compliqué que ça. La régénération des cycles de l'eau, ça ne fonctionnera que si tout le monde le fait. Mais on n'y arrivera jamais à embarquer tout le monde si on n'a pas des personnes qui prennent leur bâton de pèlerin et qui deviennent des pionnières du domaine. Donc il faut commencer. Trop bien. Est-ce que toi, dans ta vie, tu as intégré des pratiques dont les auditeurs, auditrices pourraient s'inspirer pour aller dans le sens de la préservation du vivant ? Oula, plein. On en a déjà évoqué certaines d'ailleurs. Pour moi, la toute première étape, c'est des pratiques d'observation. Donc moi, j'ai fait pendant plusieurs années une pratique qu'on appelle le sit spot en anglais. Donc c'est une pratique tout simplement où on va s'asseoir toujours au même endroit. Idéalement plusieurs fois par semaine si on peut. Ça peut être, si vous habitez en ville, un endroit un peu isolé, un peu de nature si vous arrivez à en trouver un.
Et l'idée, c'est vraiment de venir toujours à cet endroit, mais d'y venir à des endroits différents de la journée, le matin, le soir, éventuellement la nuit, si vous n'avez pas trop peur. Et l'idée, c'est vraiment de se familiariser avec le vivant autour de soi, de pouvoir vraiment sentir que tiens, c'est pas les mêmes oiseaux qui chantent à telle heure de la journée ou à tel moment de l'année. Et c'est vraiment une manière de se reconnecter de façon simple et quotidienne, parce que souvent on a un peu cette tendance à être à fond pendant toute une période et après aller à la montagne ou à la mer ou à la campagne pour les vacances. Et ça, c'est vraiment une stratégie pour essayer de faire rentrer des pratiques d'observation et de connexion à la nature dans notre quotidien. Et je pense que c'est vraiment une des toutes premières actions que vous pouvez faire. Génial. On arrive à la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé qui te tiendrait à cœur, que tu aurais envie d'aborder ? Il y en a plein des sujets. Pour moi, on est dans une phase où il y a des nouveaux élus qui arrivent, qui entrent en fonction dans les communes, dans les communautés de communes. Et donc, pour moi, une des clés pour faire avancer l'hydrologie régénérative, c'est de sensibiliser ces élus-là. Pour faire avancer le sujet, c'est de sensibiliser ces élus-là. Et en fait, peut-être que vous pouvez diffuser l'hydrologie régénérative via une conférence qu'on trouve sur Internet, via un texte que vous pouvez trouver sur le site de l'Association pour l'hydrologie régénérative, ou aussi via un manifeste qui s'appelle Eau vive, qui vient de sortir chez Actes Sud, et qui est un ouvrage pour le coup plutôt politique, qui vise à essayer d'expliquer pourquoi il faut aller vers l'hydrologie régénérative. Donc voilà une action que vous pouvez réaliser. Ok, trop bien. Ou t'inviter aussi pour une conférence. D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure d'une nouvelle conférence qui s'appelle « Voulons-nous vraiment des coquelicots ?» Quand est-ce qu'elle va démarrer, cette conférence ? Alors, je suis en train de la roder. Je l'ai testée pour la première fois la semaine dernière à Besançon et je vais la proposer plusieurs fois là jusqu'à l'automne. Elle sera prête en novembre. Donc voilà, à partir de novembre, n'hésitez pas à venir la voir ou même à m'inviter si vous souhaitez que je vienne partager cette conférence pour vulgariser le sujet de la santé commune. Trop bien. Donc là, c'est ton projet principal ou est-ce que tu as d'autres projets pour le futur ? Je suis à cheval entre plusieurs projets. Il y a toujours l'eau, donc il y a cette nouvelle conférence sur la santé. Et puis par ailleurs, je développe un écolieu dans la vallée de la Drôme où on vient d'ouvrir des gîtes. Ça s'appelle l'Oasis de Sérendip. J'en profite. Si vous souhaitez venir séjourner, découvrir la Biovallée, je me ferai une joie de vous partager quelques contacts sur le territoire. N'hésitez pas à venir séjourner. Bien. Toi, à titre personnel, comment est-ce que tu prends soin de ta santé au quotidien ? Alors, je ne consomme pas d'alcool, je ne fume pas, je ne consomme pas de drogue. Je fais du sport 2 à 3 fois par semaine. Je cours un petit peu et depuis 1 an et demi maintenant, je fais aussi un peu de renforcement musculaire. Et puis j'ai une vie sociale que j'essaie d'être un peu diversifiée. Je rencontre régulièrement des nouvelles personnes. J'essaie de m'intéresser à des nouveaux sujets régulièrement. J'essaie de m'alimenter au maximum bio et local. C'est pas toujours le cas, pour être tout à fait franc. Je consomme de la viande, mais je consomme plus de viande rouge et j'essaie de consommer de la viande 2-3 fois par semaine, parfois un peu plus, mais ça dépend si je suis chez moi et je contrôle ou si je contrôle pas trop. Voilà, en gros, un peu pour la santé du corps et de l'esprit. Génial. Est-ce que tu aurais un livre ou une ressource à nous recommander, à part ton livre, sur la santé ou la santé globale ou la santé avec la nature ? Si vous ne connaissez pas le sujet de la santé commune, je vous invite à lire le Manifeste pour une santé commune. C'est un ouvrage collectif qui se lit assez vite et qui explique bien d'où ça vient et comment ça fonctionne. Voilà, je pense que c'est un bon point de départ pour rentrer dans le sujet. Trop bien. Et pour terminer, quel serait le premier conseil que tu aurais envie de donner aux personnes qui nous écoutent pour rester en bonne santé physique et mentale le plus longtemps possible ? Jardiner. Qui est-ce qui disait ça ? C'était pas Voltaire qui disait cultiver son jardin ? Cultiver son jardin, ouais. Il y a un double sens, mais oui. Ok, merci beaucoup Samuel de m'avoir accordé un peu de ton temps pour répondre à ces questions. J'encourage tout le monde à assister à une de tes conférences qui sont vraiment géniales. Et pour les personnes qui voudraient en savoir plus, je mettrai en descriptif de l'épisode les liens vers ton site. Ouais. Et si besoin, comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec toi ? Par le formulaire qui est sur mon site, ouais, c'est le meilleur moyen. Ok. Écoute, il me reste plus qu'à te dire à bientôt et surtout, prends bien soin de toi. Merci Anthony.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Je réalise ce podcast sans utiliser d'intelligence artificielle générative, donc si vous l'avez trouvé intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant des étoiles sur votre appli d'écoute et en le partageant autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité et recevoir un conseil de santé préventive gratuit chaque mois. Je vous invite également à faire un tour sur mon site www.antonivio.fr pour en savoir plus sur mon activité ou pour prendre rendez-vous pour une consultation ou un accompagnement personnalisé. Comme je ne suis pas médecin, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. Voilà, rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.